messieurs, bonjour. Bon début de semaine sur RTI 1. Dans l'actualité de ce lundi, on parle de renforcer l'accès à l'électricité sur le continent africain pour 300 millions d'Africains. Les gouvernements se mettent en mission pour relever ce défi. Ce 27 janvier, il s'est ouvert le sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. Le Premier ministre ivoirien y représente le chef de l'État Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, l'honneur est rendu au drapeau national orange, blanc et vert à l'université polytechnique de San Pedro, un acte de civisme auquel s'appliquent tous les mois les étudiants qui ambitionnent de devenir des cadres compétents. Et en sport, sur le continent, il y aura lieu aujourd'hui le tirage au sort pour la CAN 2025. Il se déroule ce lundi 27 janvier au Théâtre National Mohamed V de Rabat au Maroc. 24 équipes réparties dans 4 chapeaux attendent d'être fixées sur leur sort. La cérémonie sera retransmise sur nos antennes à partir de 18h. Mission 300, l'électricité pour 300 millions d'Africains, un défi qui réunit les chefs d'État africains et de gouvernement, un sommet sur l'énergie ouvert ce lundi à Dar es Salaam en Tanzanie. Le sommet devrait aboutir à 2 résultats majeurs, la déclaration de l'énergie de Dar es Salaam et la première série de pactes nationaux pour l'énergie, des actes qui serviront de feuille de route avec des objectifs spécifiques pour chaque pays et des échéances pour la mise en œuvre de réformes pour renforcer l'accès à l'électricité. Les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire à ce sommet ont été présentés par le chef du gouvernement ivoirien Robert Begré-Mambé depuis Dar es Salaam. Il a été constaté, pour ce qui concerne l'Afrique en matière de connectivité à l'électricité, que près de 600 millions d'habitants mériteraient d'être connectés à l'électricité en Afrique. Au regard de cette situation, les pays africains, en relation avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, ont identifié la nécessité de mettre en place un mécanisme par lequel on pourrait connecter au moins la moitié de ces 600 millions, c'est-à-dire 300 millions de personnes, à l'électricité. Dans la synthèse qui a été réalisée, il apparaît que la Côte d'Ivoire est l'un des pays où la connexion avec l'électricité est la plus forte. Et la philosophie d'action conduite par le président Alassane Ouattara donne à la Côte d'Ivoire d'être parmi les premiers champions en électricité en Afrique. C'est ainsi que nous avons été retenus parmi les 15 pays africains à présenter notre système d'électrification, la mécanique par laquelle nous déployons la proximité de l'électricité avec les populations et surtout notre capacité à nous projeter dans l'avenir en faisant en sorte que nous ayons plusieurs modèles de production d'électricité, modèle de cuisson aussi, parce que utiliser le charbon de bois abîme la forêt, détériore quelquefois la santé de nos braves mamans. Par conséquent, là aussi, la Côte d'Ivoire est en train d'innover aussi en la matière. Les chefs d'État ont trouvé nécessaire de se réunir avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement pour affirmer leur volonté de sortir de cette situation. Le président nous a fait l'honneur de nous désigner pour le représenter avec M. le ministre Sangafoua. Et c'est avec beaucoup d'honneur que nous ressentons notre présence ici pour apporter la voix du président Alassane et la voix de la Côte d'Ivoire comme contribution à l'émergence d'une politique nouvelle en matière d'électricité. Nous nous battrons comme il se doit pour que la voix de la Côte d'Ivoire soit entendue. La Côte d'Ivoire apportera donc sa contribution à Dar es Salaam en Tanzanie au sommet africain pour l'électricité, un sommet qui a pour objectif de parvenir à électrifier au moins 300 millions d'habitants africains. L'actualité en Côte d'Ivoire, on donne le ton avec des orientations stratégiques qui sont présentées pour renforcer l'accessibilité, l'efficacité, l'équité également du système judiciaire. Les grandes lignes de l'année judiciaire 2024-2025 sont données. La réunion de rentrée s'est déroulée à Yamoussoukro sous la présidence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Sanson Kambilé, suivons ce compte-rendu de Soro Corona.
C'est l'Institut national de la formation judiciaire de Yamoussoukro qui a servi de cadre à la réunion de rentrée judiciaire 2024-2025. Une rencontre qui a réuni les acteurs du système judiciaire avec à leur tête le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé. Cette rencontre vise à dresser le bilan de l'année écoulée et à présenter les nouvelles orientations de la justice ivoirienne. Cette délocalisation dénote de la volonté du ministre de rapprocher la justice des populations. Le directeur général de l'Institut s'est réjoui du choix de Yamoussoukro avant de présenter les résultats de son institution. Les activités de recrutement et de formation du personnel judiciaire que vous nous avez confiées se déroulent bien. Au titre de l'activité de recrutement, nous venons de recruter 667 personnes par le biais des concours organisés en 2024. Au niveau de la formation, et singulièrement de la formation initiale, toutes nos écoles ont achevé leur programme d'enseignement. À cette occasion, les meilleurs élèves de l'Institut national de formation judiciaire ont été primés. Une promotion de l'excellence que le ministre inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Pour 2025, le ministre Jean Sansan Kambilé a fixé les objectifs de son département ministériel. Le ministère de la Justice a enclenché un vaste projet de transformation digitale qui se matérialisera par le lancement prochain de projets de sécurisation et de digitalisation des actes de justice ainsi que du système intégré de gestion des procédures judiciaires. La formation continue sera renforcée. La crédibilité de nos institutions repose sur notre capacité collective à maintenir une distance équitable vis-à-vis des enjeux politiques, tout en assurant une application rigoureuse et équitable des lois. L'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro est bâti sur une superficie de 5 hectares. La présentation par le ministre du totem de l'Institut a mis fin à cette cérémonie. Au symbole de l'État ivoirien, l'Université polytechnique de San Pedro prône la culture du civisme en instituant le salut aux couleurs au cours de rassemblements mensuels. Suivant ce témoignage de Sam Conin. Université polytechnique de San Pedro, il est 7 heures. Le président Meke Meïté, accompagné de ses collaborateurs, les enseignants et les étudiants sont réunis sous le mât pour le traditionnel salut aux couleurs. Une initiative saluée par les étudiants. Je salue le drapeau avec Monsieur le Président de l'Université polytechnique de San Pedro et les membres de l'administration. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Il est important de procéder au salut aux couleurs dans un établissement public, car avant tout cela va nous permettre aussi de participer à la bonne marche de notre pays. C'est très important de saluer le drapeau chaque lundi. Cela nous permettra de se rassembler et d'honorer notre pays et aussi honorer notre drapeau. Et aussi cela va aussi inclure la cohésion sociale. Pour le président de l'Université polytechnique de San Pedro, au-delà de la formation académique, il faut former des cadres de demain qui connaissent et qui respectent les symboles de l'État. Tous les 3e lundis du mois, on fera le salut aux couleurs. Les UFR vont animer la cérémonie. On prendra une UFR, le doyen, tout ça. Et les autres doyens sont là avec les autres étudiants pour que chacun s'approprie les symboles de l'État et faire comprendre à tous que la République est au-dessus de tout. Après le salut aux couleurs, les étudiants regagnent les amphithéâtres pour suivre les cours. Ce qui fait honneur également à l'État, c'est le développement. Et dans le district des Savanes, la région de la Bagoué compte de nouvelles infrastructures scolaires et hydrauliques. Des infrastructures réhabilitées et construites dans plusieurs localités par le conseil régional, nous dit Charles Tatou. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, président du conseil régional de la Bagoué, a entamé sa tournée de travail par le village de Sianla, localité du département de Kouto où la population brûlait d'envie de le voir. Ici, il a été question d'une livraison d'école maternelle construite par le conseil. Une réalisation appréciée par les élus et cadres. Je voudrais lui dire merci pour tous les efforts. Je suis à sa disposition. Je ne peux que mobiliser les frères qui n'ont pas encore compris le vrai sens de ce qu'il fait en termes de développement, en termes d'union, en termes d'unité des fils et filles de la Bagoué. Idem à Mounini, où un bâtiment de 300 de classes et un bureau de maître ont connu des travaux de réhabilitation. Cap sur Ndéou, village également dans le même registre de réhabilitation. Ici,
C'est la toiture d'un bâtiment de 300 classes qui a été réhabilité. Dernière étape de la tournée, le village de Nibrini, bénéficiaire de 2 pompes à motricité humaine. Avant, on partait jusqu'au marigot pour aller chercher l'eau. Et depuis qu'il y a le forage, on arrive à voir l'eau tout près. Et ça nous aide beaucoup. Franchement, je dis merci au ministre. Le ministre Bruno Koné satisfait de sa tournée de travail. Au-delà des inaugurations, ce que nous souhaitons sont les échanges avec les populations pour entendre leurs besoins, pour entendre également leurs ressentis par rapport à l'action que nous menons. Nous partons enrichis par rapport à tout ce que nous avons vu et entendu. Et ça veut dire que le travail va se poursuivre dans les axes qui ont été indiqués par les populations elles-mêmes. Coût global de réalisation de ces 3 infrastructures livrées, plus de 60 millions de francs CFA. La dynamique de développement est aussi perceptible au nord-est de la Côte d'Ivoire. L'école maternelle de l'EPP Nord est ouverte après des travaux de réhabilitation. Un bâtiment rénové pour les premiers apprentissages de la vie scolaire. Ces images sont commentées par Herman Yamia. L'école maternelle d'Oropo Nord a désormais fière allure. Le bâtiment totalement rénové avec de nouveaux équipements installés dont un bac à sable et une balançoire est l'œuvre d'Abdoulaye Lamine Dambélé, directeur des affaires financières au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. À travers cette action qui réjouit parents d'élèves, enseignants et surtout les 94 apprenants de la petite, moyenne et grande section, ce cadre de la région de Doropo entend offrir un cadre d'apprentissage sain à ses enfants. Je voudrais souligner que cet homme au grand cœur a pour maître mot la serviabilité malgré son rang. Au cours de cette cérémonie de remise du bâtiment rénové, les enfants de cette école et ceux des villages environnants ont reçu de nombreux présents ludiques et didactiques des mains d'Abdoulaye Lamine Dambélé. Ce sont au total 500 enfants qui sont répartis chez eux, les mains chargées de cadeaux. Nos actions s'inscrivent essentiellement dans le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire solidaire. Et le président l'a martelé plusieurs fois, il demande au cadre d'être généreux envers les parents. Donc nous, comme on dit chez nous, nous sommes partis en basse-côte pour chercher une meilleure fortune. Et le peu que nous avons pu recevoir, nous revenons au village les partager avec les parents. Représentant le préfet du département de Doropo, le secrétaire général de préfecture Kwadio Kofi a félicité le donateur pour cette initiative et toutes ses actions sociales au profit des populations de Doropo. Il a invité les populations de la localité à scolariser tous les enfants, filles comme garçons, leur rappelant que l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. Maintenant, une question. À quoi ressemble le quotidien des mécaniciens? Ces professionnels de la mécanique sont régulièrement confrontés à des risques liés à leurs tâches. Ils travaillent pour la plupart dans des conditions précaires sur des sites pas toujours adaptés aux matériaux qu'ils manipulent et ils baignent constamment aussi dans l'informel. Un métier qui présente des risques. Que font les spécialistes de santé et les acteurs de la sécurité du travail? Serge Coléa a enquêté sur le sujet. Un mécanicien est tendu sous un véhicule, tandis que ses confrères s'activent autour du moteur. Ce geste habituel, qui s'apparente à la routine, peut avoir des conséquences graves. Une fois derrière, soulever une voiture comme ça, nous sommes en train de travailler sur la voiture a glissé et la voiture est venue poser sur l'un de mes petits. On a soulevé et on a envoyé le petit à l'hôpital. Les professionnels de la mécanique évoluent dans un environnement de travail où les risques sont multiples. Souvent, ils n'immobilisent pas bien le véhicule, donc le véhicule peut rouler sur la personne qui est en bas, donc ça c'est un risque. Souvent aussi, ils prennent des cales qui sont instables, donc la cale peut se décaler et le véhicule va tomber sur eux, donc c'est un risque d'écrasement. Et lorsqu'ils sont en bas, ils ne se protègent pas aussi avec des lunettes, donc on peut avoir des corps étrangers qui vont rentrer effectivement dans les yeux. À 2 pas de là, Séraphin fabrique et installe des pare-chocs et phares de véhicules. Il utilise du charbon, du plastique et des barres de fer sans protection. J'essaie de porter dedans, mais je ne suis pas à l'aise dedans. Et souvent, c'est chaud, ça brûle la main. Et en travaillant comme ça aussi, le fer chaud peut te toucher, ça nous touche la peau et ça crée des plaies. La CGCI,
La coopérative des garagistes de Côte d'Ivoire revendique plus de 2300 membres. Selon Souleymane Konaté, le président du conseil d'administration, des cas extrêmes d'accidents de travail ont été enregistrés ces 4 dernières années. On a vu beaucoup de choses qui nous est déjà arrivé sur l'accident de travail. 2020-2024, il y a eu déjà 5 morts par rapport à une notion de la peinture, et aussi garniture et accident de travail aussi pour les mécaniciens. Pour garantir la sécurité des travailleurs indépendants et prévenir les risques d'accident, il est crucial d'informer et de former les pratiquants sur les mesures de protection. Nous avons passé en revue les risques de coupure et les mesures de prévention contre ces risques-là. Il était important pour eux d'avoir des gants de protection. On leur a proposé d'avoir des chandelles. Les chandelles, c'est un peu comme des cales qui vont bloquer en fait le véhicule lorsqu'ils sont en bas. Et on leur a donné comme conseil aussi de ne jamais travailler seul en dessous d'un véhicule. Parce qu'au cas où il y a un souci, il faudrait qu'il y ait des secours à côté qui pourraient vraiment leur venir en aide. Il est question d'instruire les travailleurs indépendants aussi bien sur les dangers encourus que sur les méthodes de prévention, avec en toile de fond l'enrôlement au régime social du travailleur indépendant, RSTI. Déjà, on les encourage à s'enrôler afin qu'ils puissent bénéficier de ces activités de prévention des risques, mais également en cas de problème, c'est-à-dire de maladie ou d'accident, qu'ils puissent être couverts. Et c'est ça la nouveauté avec le RSTI. Donc on les prend en charge aussi, au même titre que les salariés du privé, mais ils ont un régime spécial qui leur permet de bénéficier de certaines prestations que la CNPS sert aux travailleurs habituellement. Le manque de matériel de protection fait l'objet d'une vaste campagne de sensibilisation. On a pensé à acheter des chaussures de sécurité, plus des casques. On a d'autres casques même qui sont là, mais bon, on ne porte pas à tout moment. Mais des chaussures de sécurité, plus les tenues, que nous sommes en train de s'organiser pour pouvoir acheter. J'ai même acheté des chaussures aussi pour mes apprentis, mais c'est gâté, bon. Vraiment, les moyens ne me permettent pas encore d'aller. C'est un budget. Vous nous voyez aujourd'hui que nous on porte les casques et les lunettes. Ça permet de nous protéger la tête. Parce que nous on travaille avec les marteaux, les fers. Maintenant, les lunettes, ça permet à éloigner des flammes. Avec l'instauration du RSTI, la direction de la prévention et de la promotion de la santé et sécurité au travail lance un appel à la responsabilité individuelle et collective. Nous avons élaboré des campagnes de sensibilisation. Nous avons donc sensibilisé les mécaniciens. Il s'agit en fait de leur dire que le travail qu'ils exercent comporte des risques. Et enfin, de leur dire comment éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. La santé sécurité au travail, une notion qui vaut tout son pesant d'or dans le milieu des travailleurs indépendants. Former les travailleurs indépendants pour que les lieux de travail deviennent des espaces où la santé et la sécurité sont de mise. Et nous parlons toujours de santé avec la journée mondiale des maladies tropicales négligées. Elle est célébrée tous les 30 janvier et la ville de Bouaké a une longueur d'avance. Elle travaille sur l'intégration de la télémédecine pour éliminer donc ces maladies tropicales négligées. Et pour cette édition 2025, les malades de la lèpre et de l'éléphantiasis reçoivent une grande attention. Gervais Kwasi et Soro Corona. En Côte d'Ivoire, on dénombre 14 maladies tropicales négligées, dont les plus sévères sont la lèpre, le cerf de Buruli, le pian, la gale et les teignes. Négligées tout simplement parce que pas trop connues au niveau de la population. Ça fait d'un. Deux, négligées parce que la communauté scientifique ne portait pas trop d'intérêt à ces maladies. Les maladies tropicales négligées nécessitent une prise en charge. Des soins appropriés existent à cet effet, comme ici, à Rafié, à Manikouro, où la lèpre se soigne et se guérit. Ce sont 16 motos et 3 véhicules, en plus d'une salle récréative et d'écoute qui ont été remis aux responsables de ce centre, un geste de la fondation Raoul Folero. Dans le village de Bamoro, sous-préfecture de Bouaké, ce sont les malades atteints d'éléphantiasis qui ont été soulagés. C'était au premier jour de la célébration.
Le 10e jour, marqué essentiellement par la cérémonie officielle, débutée par une procession qui a eu pour point de départ la préfecture de région pour prendre fin au grand amphithéâtre de l'antenne de l'Institut national de la formation des agents de santé INFAS, où les autorités préfectorales, les cadres de la santé et les responsables d'organisations de la société civile se sont retrouvés. Nous devons redoubler d'efforts pour continuer à réduire l'incidence. Et ces efforts sont d'abord internes. En Côte d'Ivoire, les MTN touchent des milliers de nos concitoyens, en particulier dans les zones rurales. Ces pathologies, souvent qualifiées de maladies de la pauvreté, entravent le développement économique de nos communautés. Aucune maladie ne doit être négligée en Côte d'Ivoire et le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, se donne les moyens pour faire face à toutes les pathologies. Ensemble, découvrons une belle œuvre, Chal, le chant des sirènes, un roman autobiographique sur comment sortir donc de la drogue et aussi de la cocaïne. Le livre propose des solutions aux parents qui ont des enfants sous l'emprise de la drogue et aux jeunes addicts à cette substance. Comment en sortir? Amidia Assouba et Kevin Digbeu nous en disent plus. Chal, le chant des sirènes, c'est le titre du premier ouvrage de Bilal Zouer. Composé de 87 chapitres et de 485 pages, ce livre relate l'histoire vraie de l'auteur, à sa descente aux enfers, à sa rédemption inespérée. Mon parcours est tellement difficile et c'est le même parcours dans le monde entier de tous les toxicomanes qui touchent à cette drogue-là. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que tout le monde entier sache la réalité. Celui qui est sous la dépendance de l'héroïne, toute sa vie il sera perdu. Il va tout faire pour s'en débarrasser, il ne pourra pas. Ses parents vont l'aider, le prendre aux États-Unis, en France, à Paris. Il va toujours échouer. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Le chant des sirènes ». L'histoire d'Ulysse, les sirènes chantent, on suit les sirènes, on ne revient plus à la maison. Et l'héroïne, pour moi, c'est ça. Donc il fallait à tout prix que je véhicule ce message à tous les parents et bien sûr à tous les jeunes. Paru aux éditions Tabala, ce livre invite également un éveil de conscience de la part des parents, mais se présente comme un remède aux personnes addictes à la drogue. Le plaisir de publier Chal, le chant des sirènes, avec un auteur qui raconte sa vie, une autobiographie. C'est toute une histoire vraie qu'il raconte, que nous conseillons aux parents, aux familles, parce que c'est un fléau qui est mondial. Nos enfants, on ne s'arrête pas de leur parler, on échange avec eux. Mais bon, nous, on a l'éducation qu'on donne à nos enfants, mais il y a le dehors aussi qui donne une autre éducation. C'est surtout ça. Bilal Zouer est un Ivoirien d'origine libanaise. Il est né en 1962 à Diaké. Il est père de 5 enfants. Dans quelques mois, la Côte d'Ivoire remettra en jeu son titre de champion d'Afrique de football à la CAN 2025 qui se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Maroc accueillera donc la 35e édition de la CAN et le tirage au sort pour cette CAN se déroule ce lundi au Théâtre National Mohamed V de Rabat. Et justement, nous avons sur place notre envoyé spécial. Bonjour Cathy Touré, vous êtes à Rabat pour la couverture du tirage au sort de la CAN 2025 à quelques heures donc de cette cérémonie. Quelle est l'ambiance sur place ? Bonjour à tous, la Côte d'Ivoire est bel et bien présente ici à Rabat pour ce tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Eh bien, 24 équipes seront reparties dans quelques instants, c'est-à-dire ce soir, dans les différentes poules à raison de 4 équipes par poule. Et vous l'aurez compris, la Côte d'Ivoire est l'équipe à abattre. Ce qui est intéressant ici au Maroc, c'est que les infrastructures sont magnifiques et ne manquent pas. Et comme annoncé, il y avait 6 stades qui devaient accueillir la compétition. Désormais, ce sont 9 stades qui vont accueillir cette compétition, dont 4 stades ici à Rabat. Et ce soir, on saura évidemment dans quelle poule la Côte d'Ivoire va se loger. Mais avant, il y a quelques instants, nous avons rencontré le coach Faye MS. Écoutons-le. Nous, toujours respecter nos adversaires. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent nous battre. On sait qu'il y a beaucoup de très très bonnes équipes aussi. Nous, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses aussi. Donc on va se préparer pour dignement remettre notre titre en jeu et avec l'objectif de rentrer en Côte d'Ivoire avec la CAN en main. Donc on sait pour ça qu'il va falloir qu'on soit prêt pour jouer contre n'importe quelle équipe. Donc on attend le tirage vraiment
avec impatience pour préparer nos matchs de poule. Et c'est toujours le même objectif. Hein. On va préparer pour se qualifier le plus tranquillement possible, hein, parce que la dernière qualification, elle a été très très compliquée. On a entre nos pieds l'image de l'Afrique. L'image de l'Afrique, ça c'est très très important. Donc on va regarder le tirage, on va accepter de toute façon les équipes qu'on va affronter. Si on doit affronter le Mali en poule, on va se préparer pour les battre. Et aussi on se préparer pour nous battre aussi. Donc non, ce sera quoi qu'il arrive un bon match si on venait à jouer contre le Mali. Et ce qui est sûr, nous aussi, les Ivoiriens, je parle, on a envie de prendre notre revanche aussi, mais nous c'est contre la Guinée équatoriale. Donc on verra ce soir ce que Dieu nous donnera et on essaiera de faire au mieux pour bien se préparer. Voilà, nous attendons patiemment ce soir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette CAN s'annonce très belle parce que vous le savez, le Maroc est un beau pays, mais aussi les infrastructures sont magnifiques. Et je sais que toutes ces équipes qui vont venir ici vont passer de très bons moments. Après, bien sûr, la meilleure CAN jamais organisée, s'il s'agit bien sûr de celle de la Côte d'Ivoire. Le Maroc aura fort à faire pour pouvoir surpasser ces chiffres que la Côte d'Ivoire a imposés au monde entier. À très bientôt pour le tirage au sort. Voilà, merci Cathy Touré. Donc ce jour se tiendra la cérémonie de tirage au sort pour la CAN 2025, la 35e édition de la CAN. Une cérémonie qui revêt de grands enjeux. Les 24 équipes qualifiées attendent d'être fixées sur leur sort. Qui sera donc leur adversaire en poule? Réponse donc avec Samuel Metch. Tout le monde s'attend à connaître les adversaires de la Côte d'Ivoire, tenant du titre continental. Après leur brillante victoire obtenue au terme des 4 matchs fous, avec un scénario qui restera à jamais dans les mémoires et les annales du football continental et mondial, le commando de Faye Emers fait partie des équipes attendues au Maroc. La CAF a dévoilé les chapeaux depuis ce week-end et donc, en raison de son statut de champion en titre et de sa position au classement FIFA, la Côte d'Ivoire est logée dans le chapeau 1. Avec les autres têtes de série que sont le Maroc, pays hôte, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie. Mais aujourd'hui, avec la grande évolution du football africain qui a considérablement réduit l'écart entre les grosses nations, les outsiders et les petits poussés, être tête de série dans le chapeau 1 ne garantit pas forcément un bon parcours et cela a été prouvé lors des dernières éditions de la CAN. Cela permet de maintenir tout entier le suspense de ce tirage au sort, jugé excitant par le président Patrice Motsepe, patron du football africain. Car s'il y a du très lourd dans le chapeau 1, les autres chapeaux sont aussi bien fournis et pèsent lourd. Ainsi, nous retrouvons dans le chapeau 2, Tunisie, Cameroun, Mali, RD Congo, Afrique du Sud et Burkina Faso. Chapeau 3, Angola, Gabon, Ouganda, Guinée équatoriale, Zambie, Bénin. Chapeau 4, Mozambique, Comores, Soudan, Tanzanie, Zimbabwe, Botswana. Les spéculations vont bon train depuis lors avec toutes sortes de probabilités et de scénarios envisageables. S'il y a bien un match que la planète foot et les Ivoiriens attendent, c'est l'affiche Côte d'Ivoire-Mali, qui pourrait être un tournant dans la compétition au Maroc. Les 24 équipes qualifiées ont dès lors leur sort entre les mains des légendes africaines choisies pour le tirage. L'Ivoirien Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho, le Camerounais Patrick Mboma, l'Égyptien Essam El Hadari et le Tunisien Ayem Maklouti. Et à cette heure, on ne pourrait faire que des spéculations. On rappelle, la cérémonie est pour 19h heure de Rabat, 18h heure locale ici à Abidjan et sera retransmise sur les antennes du groupe RTI. L'actualité hors de nos frontières à présent, des tirs ont été entendus ce lundi en RDC à Goma. Les rebelles du groupe M23 et des effectifs des forces spéciales rwandaises sont entrés dans la capitale du Nord Kivu. Elles ont été sont présentes dans certains quartiers de Goma et la veille, donc hier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a directement mis en cause Kigali après une nouvelle journée de combat dans l'est de la RDC. Une réunion d'urgence de la communauté d'Afrique de l'Est devrait avoir lieu dans les prochaines 48 heures en présence des présidents de la RDC, République démocratique du Congo et du Rwanda.
L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban a été prolongé la nuit dernière jusqu'au 18 février après une médiation américaine. Israël n'ayant pas respecté la date limite pour retirer ses troupes du sud du pays, l'armée Israël, on le rappelle, était censée avoir achevé au soir donc du dimanche 26 janvier son retrait du sud du Liban où seule l'armée libanaise et les casques bleus de l'ONU pourront désormais être déployés. Mais Israël a annoncé vendredi dernier que l'opération se poursuivrait au-delà de cette date et parallèlement au retrait israélien. L'accord prévoit également que le Hezbollah retire ses forces et démantèle toutes les infrastructures militaires restantes dans le sud du pays. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur RTI1. Portez-vous bien.